Les Yéménites sont pro-palestiniens et anti-israéliens. Mais je ne suis pas du tout sûr que les Iraniens aient été totalement enthousiastes à propos des actions des Houthis contre Gaza. Il y a une division très nette entre les Saoudiens et les Émiratis, et dans une certaine mesure, cette rivalité entre les deux se manifeste le plus visiblement au Yémen. Les Israéliens n'ont pas d'intérêt profond au Yémen. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous êtes nouveau sur l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Envisagez également de devenir membre de YouTube, de Patreon ou de faire un petit don via le lien dans la boîte de description. Nous comptons sur vous. Consultez également notre Substack où nous proposons des analyses approfondies des événements dans le monde. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invitée d'aujourd'hui, Helen Lackner. Nous avons l'honneur d'être rejoints par Madame Helen Lackner, l'une des plus grandes expertes mondiales sur le Yémen. Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont Yemen in Crisis, The Road to War, Yemen, Poverty and Conflict, et Yemen in Crisis, Devastating Conflict, Fragile Hope. Elle a passé plusieurs décennies à travailler et à faire des recherches dans le pays. Son travail couvre l'analyse politique, le développement rural et la politique internationale. Madame Lackner, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Eh bien, merci de m'avoir invité et j'espère que nous pourrons dire quelque chose qui rendra les choses un peu plus claires pour les auditeurs. Oui, absolument. J'ai désespérément voulu vous parler parce que le Yémen est dans l'actualité et il est difficile de trouver des personnes qui connaissent les dynamiques internes du Yémen. Nous aborderons donc toutes les raisons pour lesquelles le Yémen est dans l'actualité. Mais si nous pouvions commencer par comprendre les divisions politiques au sein du Yémen, car beaucoup de gens ont entendu parler d'Ansar Allah. Ils ont entendu parler du Conseil de leadership présidentiel, qui lui-même comprend de nombreux groupes, et il est difficile de comprendre ce qu'il signifie. Et il y a aussi le gouvernement reconnu internationalement, qui opère principalement depuis Riyad. Pouvez-vous parler de l'émergence de ces divisions politiques au Yémen? Oui, je pense que plutôt que de commencer par l'émergence, je vais commencer par la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui. Cela aurait été bien si nous avions une carte pour cela, mais j'ai pas pensé à en préparer une pour l'occasion. Fondamentalement, si vous regardez le Yémen aujourd'hui, vous avez deux grandes zones. Vous avez la zone nord-ouest jusqu'à environ Taïz et la côte ouest jusqu'à environ 100 km au sud de Hodeïda, qui sont sous le contrôle d'Ansar Allah. Ansar Allah est le nom officiel de ce qui est le plus souvent décrit comme les Houthis dans les médias et encore plus communément décrit comme les Houthis soutenus par l'Iran. Mais j'espère que nous aborderons cette question plus tard, car c'est une description que je pense largement incorrecte. Maintenant, le mouvement Houthi, ou Ansar Allah, a émergé au cours des 30 dernières années, d'abord en opposition au gouvernement central, lorsqu'il n'y avait qu'un seul gouvernement au Yémen il y a environ 10 ans. C'est un mouvement fondamentalement religieux qui a un élément militaire très fort. Je vais m'arrêter là pour l'instant et revenir au reste. Juste une chose de plus. En gros, il contrôle seulement environ 30% de la superficie géographique du Yémen, mais 70% de la population.
En termes de contrôle politique sur la population, ils sont l'élément majeur. Maintenant, le reste du pays, qui est beaucoup plus grand, mais comprend beaucoup de déserts, est sous le contrôle de ce qui est connu comme le gouvernement reconnu internationalement. Celui-ci a été essentiellement créé après la crise de 2011 et initialement jusqu'en 2015 était en fait en charge de l'ensemble du pays. Mais après que le mouvement Houthi a pris le contrôle de cette vaste zone, il y a eu très peu de changements dans la zone de contrôle. Le gouvernement reconnu internationalement contrôle essentiellement l'Est et l'extrême sud du pays. Et cela est souvent décrit comme les Houthis ayant le nord et le gouvernement reconnu internationalement, IRG, ayant le sud, ce qui est très trompeur, car cela donne l'impression que nous avons les anciennes frontières de la République arabe du Yémen d'avant 1990 sous la zone Houthi, et ce qui était la RDIP, République démocratique populaire du Yémen, sous l'IRG. C'est tout simplement incorrect, car bien que la zone contrôlée par les Houthis soit entièrement dans ce qui était la République arabe du Yémen, le gouvernement reconnu internationalement contrôle des zones significatives qui étaient auparavant dans ce qui était la République arabe du Yémen. Donc l'équation sud égale IRG est tout simplement fausse. Et l'autre élément est que le gouvernement reconnu internationalement était dirigé par le président Hadi jusqu'en 2022, de 2012 à 2022. Et il était déjà très fragmenté. En 2022, Hadi a été essentiellement évincé par les Saoudiens et les Émiratis et remplacé par quelque chose appelé le Conseil de leadership présidentiel. Ce Conseil de leadership présidentiel est composé de 8 personnes, un président plus 7 vice-présidents. La plupart des vice-présidents représentent des factions armées qui contrôlent certaines zones. Par exemple, le gouvernorat de Marib est sous le contrôle de l'une de ces personnes, Sultan al-Arada. Et c'est l'un des principaux fronts entre le gouvernement reconnu internationalement et Ansar Allah. Cette zone faisait partie de ce qui était la République arabe du Yémen. Donc techniquement, pour ceux qui parlent du Nord, ce serait dans le Nord. Une autre zone qui présente certaines similitudes est la section sud-ouest qui se trouve sur la côte avec le Bab al-Mandeb et couvre la côte de la mer Rouge jusqu'à environ 100 km au sud de Hodeïda. Elle s'étend dans certaines parties du gouvernorat de Taïz et est sous le contrôle de Tariq Saleh, qui est un autre personnage militaire et le neveu de l'ancien président Ali Abdullah Saleh. Et encore une fois, cette zone ne faisait pas partie de la République démocratique populaire du Yémen. Donc fondamentalement, vous avez ces deux groupes très différents. Et l'une des différences fondamentales entre eux est qu'Ansar Allah et les Houthis forment une zone très centralisée et bien organisée, qui est très clairement gouvernée par Ansar Allah. Que vous aimiez ou non ce type de gouvernance est une autre question. La plupart des gens ne l'aiment pas. C'est très autocratique. C'est très répressif. Vous savez, ce n'est pas le genre de régime sous lequel nous aimerions vivre, mais c'est dirigé comme un gouvernement. Alors que l'autre zone, qui a ses 7 vice-présidents, beaucoup de ces vice-présidents ont leur propre zone qu'ils soutiennent ou qu'ils contrôlent. Je viens de mentionner Al-Arada et j'ai mentionné Tariq Saleh. Vous avez aussi à l'Extrême-Orient, Hadramout, qui n'a pas, pour le moment, il a un membre du PLC comme l'un des vice-présidents, mais il n'est pas vraiment en contrôle de ce gouvernorat. Ce gouvernorat est très spécial et peut-être en parlerons-nous séparément plus tard. Vous avez Aden, qui est théoriquement la capitale intérimaire temporaire du gouvernement internationalement reconnu,
qui est en pratique sous le contrôle d'un groupe séparatiste du Sud dirigé par l'un des vice-présidents du PLC. Donc, quand vous parlez du gouvernement internationalement reconnu, vous parlez essentiellement du PLC et du gouvernement sous un premier ministre qui compte un certain nombre de ministres qui sont tous théoriquement basés à Aden, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas basés à Aden. Ils sont basés à Riyad ou dans d'autres endroits. Donc, bien que cela semble compliqué, cela aurait aidé si nous avions une carte, mais nous n'en avons pas. Donc, si vous pouvez en ajouter une plus tard, ce serait probablement une bonne idée. Mais vous savez, c'est la situation actuelle. Et comme je l'ai expliqué, cela a commencé, vous savez, si vous regardez le Yémen, la République du Yémen a été établie en 1990 par l'unification de ce qui était alors la République arabe du Yémen sous Ali Abdullah Saleh et la République démocratique populaire du Yémen, qui était le seul régime socialiste dans le monde arabe. Ce fut une unification pacifique pour laquelle la grande majorité des gens étaient très enthousiastes, mais ils ont rapidement été déçus pour toute une série de raisons différentes. Je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant. Donc, fondamentalement, la situation actuelle est un régime Ansar al-Azhar très centralisé et une zone de gouvernement internationalement reconnue très fragmentée, qui est au mieux gérée au niveau du gouvernorat. On peut dire que certains gouvernorats sont raisonnablement bien gérés, mais les deux parties rencontrent de très graves difficultés financières, ce qui, bien sûr, limite leur capacité à gouverner. Ils choisissent d'utiliser leurs fonds comme ils l'entendent. Mais les deux parties souffrent considérablement, tant en termes de situation humanitaire que de fourniture de services de base pour la population. Je pense que je vais m'arrêter maintenant pour vous donner l'occasion de parler. Non, c'était extrêmement utile. Je reviendrai sur l'équilibre des pouvoirs entre ces factions, au moins les deux côtés. Et ce serait aussi une bonne façon de discuter de la guerre civile et du rôle des autres. Mais je pense que je veux vous poser une question à propos de... Vous avez mentionné qu'en interne, les Houthis ne sont pas le genre de personnes sous lesquelles on aimerait vivre. Dans un article de Jacobin, je me souviens, et je paraphrase, vous avez dit que même si quelqu'un, une comparaison avec les talibans, pourrait ne pas être totalement incorrecte. Donc, je pense que la question qui me vient à l'esprit quand je lis cela est, si nous comparons les Houthis avec le Conseil de leadership présidentiel, il semble que des formes extrêmes d'idées politiques religieuses fassent partie des deux, bien que de manière différente. Il y a beaucoup d'influences salafistes au sein du PLC. Pouvez-vous donc parler de la façon dont les deux côtés se comparent et quelle est la nature de la répression? Est-ce que la religion est utilisée dans un sens politique de manière exclusive ou cela va-t-il jusqu'à la répression administrative et ainsi de suite? Oui, je pense que c'est une erreur de dire que le PLC est une organisation à base religieuse. J'y reviendrai dans un instant, mais vous savez, les Houthis sont une organisation théocratique. Je veux dire, leur idéologie est dans une certaine mesure calquée sur le système iranien. Ils ne veulent pas annuler l'existence d'une république. Ce qu'ils veulent, c'est installer, et c'est ce qu'ils dirigent, un système qui a un président et un gouvernement, mais l'autorité ultime revient au leader religieux, qui est maintenant Abdul Malek al-Houthi. Donc je pense que le terme correct est probablement une théocratie. Maintenant, ils sont autoritaires, et bien qu'ils aient une position formelle avec un parlement, etc. Mais ils sont extrêmement répressifs, dans le sens où ils sont répressifs de la plupart des manières standards dont les organisations religieuses fondamentalistes le sont.
Ils sont particulièrement obsédés par la façon dont les femmes s'habillent, par la façon dont les gens s'habillent, et par le fait de ne pas permettre aux femmes, par exemple, de sortir sans être supervisées ou accompagnées par un protecteur masculin qui doit être un parent. Ils arrêtent des journalistes ou, en gros, des personnes pour avoir exprimé des opinions qui ne sont pas conformes à leurs propres idées. Et ils promeuvent très activement leur propre idéologie à travers le système éducatif, ainsi que par le biais de camps d'été pour les jeunes et de cours d'éducation pour les adultes et les employés. Et vous savez, il y a eu des cas de torture et de personnes mourant dans leur prison, ce qui est également le cas de l'autre côté. Donc, l'élément répressif n'est pas exclusivement un comportement des Houthis, mais se retrouve des deux côtés. Cependant, les Houthis sont probablement plus extrêmes à ce sujet. En particulier, l'année dernière, ils ont arrêté environ 60 personnes travaillant pour des organisations humanitaires internationales sous le prétexte qu'elles sont toutes des espions pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Cela est très peu probable et ils ont fait faire à des personnes des aveux filmés avec des déclarations quelque peu absurdes. La répression est donc vraiment assez forte et il y a très peu d'options pour les gens sous leur domination d'exprimer des opinions différentes. Maintenant, en ce qui concerne le PLC et l'IRG, oui, il y a aussi des éléments fondamentalistes là-bas, mais d'une certaine manière, ils sont beaucoup plus manipulés par la direction et par des puissances extérieures que dans le cas des Houthis. Dans le cas des Houthis, je pense que le fondamentalisme fait vraiment partie de leur propre idéologie. Alors que je pense que si vous parlez de l'idéologie du PLC, elle est particulièrement notable par son absence. Le PLC, vous savez, ils sont, je veux dire, des 8 vice-présidents du PLC, au moins un est un salafiste. Je pense qu'il y en a un, il y en a peut-être deux, je ne suis pas sûre. Mais ils sont vraiment principalement salafistes. Ils utilisent la religion d'une manière différente et cela est largement lié au rôle des Émirats arabes unis, car, comme vous le savez sûrement, les Émirats arabes unis ont une phobie totale de toute forme d'islamisme politique, que ce soit une forme modérée ou très, vous savez, raisonnable ou quel que soit l'islamisme politique jusqu'à l'extrême du djihadisme, ils considèrent tout cela de manière complètement peu sophistiquée comme étant extrêmement dangereux. Donc, leur position est qu'ils soutiennent ce qu'on appelle les salafistes quiétistes, c'est-à-dire les salafistes qui croient en l'obéissance aux dirigeants, quels qu'ils soient, plutôt que de potentiellement défier le dirigeant. Et donc, ce sont les groupes que certains des entités militaires qu'ils soutiennent suivent, du moins leurs dirigeants suivent cette position. Mais en tant qu'entité, oui, bien sûr, ce sont des musulmans. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la religion n'est pas vraiment l'élément fondamental qui guide le gouvernement reconnu internationalement. Bien qu'il soit fort, je veux dire, il y a le parti Islah, qui est une sorte de ce que vous pourriez appeler un parti islamiste politique. Et cela joue un rôle important au sein de l'IRG, mais ce n'est pas exclusif, et cela n'a pas le genre d'influence. Et on ne peut pas dire que l'IRG ou le PLC est dominé par les islamistes. Donc, il y a une différence très fondamentale là. Je me demande comment on pourrait intégrer la division chiite-sunnite dans cette équation, sans parler pour l'instant de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Mais en interne, quelle est l'histoire chiite-sunnite là-bas? Parce que l'histoire simplifiée que nous entendons est que les Houthis ont émergé dans les années 90, principalement comme un groupe de jeunes dirigés par un mouvement religieux djihadiste. Parlez un peu plus de cela. Oui, je veux dire, vous savez, les Houthis sont des haïdites.
Et le mouvement Houthi est principalement zaïdite. Il contrôle des zones qui ne sont pas zaïdites, par exemple certaines parties de Marib et Tihama, et certaines zones au sud de Yérim ne sont pas peuplées par des zaïdites. Le reste du Yémen est peuplé de sunnites, principalement de la variété Shafi'i. Théologiquement, d'après ce que je comprends, il y a très peu de différence entre le zaïdisme et le sunnisme Shafi'i. Dans le passé, et je pense jusqu'à un certain point aujourd'hui, il était généralement bien connu et dit que les Yéménites priaient ensemble dans les mêmes mosquées, qu'ils soient sunnites ou zaïdites. En un sens, le sectarisme en tant que comportement au quotidien n'existait pas dans le passé. Maintenant, ce que les Houthis ont fait d'une part et les salafistes de l'autre, c'est qu'ils renforcent et font tout leur possible pour accentuer ces différences et créer un élément sectaire aux problèmes politiques du pays. Je veux dire, il faut dire que cela dure maintenant depuis 15 ans ou plus, et cela a clairement un impact. Donc, je ressens toujours que je peux dire que le sectarisme n'est pas une division fondamentale au Yémen. Mais je me sens moins confiant en disant cela au fil des années. Parce que je pense qu'une fois qu'une génération ou deux ont grandi avec ce genre de vision sectaire du monde, cela a bien sûr un impact sur la société. Ainsi, le sectarisme est maintenant l'un des éléments de fragmentation sociale au Yémen. Ce n'est pas le seul, et je dirais que ce n'est probablement toujours pas le principal, mais il devient significatif. Qu'est-ce qui explique le succès des Houthis? Parce que si les zaïdis représentent environ 35% à 45% et sont plus dominants dans la partie nord, ils ont aussi, comme vous l'avez dit, les 2/3 de la population. Donc, évidemment, d'autres sont également sous leur contrôle. Maintenant, une façon de voir les choses est la répression totale. Mais je me demande aussi, et vous en avez parlé, mais je me demande aussi à propos de leur succès militaire. S'ils sont des groupes militaires organisés et concentrés, alors il y aura aussi un élément de cela. Mais à part cela, y a-t-il autre chose à considérer qui puisse décrire le succès des Houthis? Probablement le Yémen unifié, ou je ne sais pas. Je vous pose simplement cette question. Eh bien, je pense que c'est une question importante. Et vous savez, je ne suis pas sûre que... Je veux dire, vous avez donné certaines des réponses, à savoir qu'ils sont un groupe très organisé. Au départ, vous savez, ils s'opposaient à l'oppression et à la négligence du régime Saleh. En partie, vous savez, il y a eu les 6 guerres entre 2004 et 2010 entre le régime Saleh et les Houthis. Et celles-ci sont vraiment devenues de pire en pire avec le temps et ont renforcé les Houthis, en partie à cause de la nature et de la qualité de la réponse du régime Saleh. Le régime Saleh a très mal géré la situation, il faut le dire, et par conséquent, ils ont facilité l'adhésion des gens dans le nord du pays aux Houthis, simplement parce qu'ils étaient tellement insatisfaits de l'approche du régime Saleh, et donc ont renforcé les Houthis. Et aussi, ils ont réussi à recruter de plus en plus de personnes à travers le pays en raison d'une opposition plus large au régime Saleh. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, ils ont eu un recrutement massif depuis leur intervention en faveur de Gaza et en faveur des Palestiniens. Je veux dire, cela a été un formidable coup de pouce pour leur recrutement militaire. Donc, l'élément militaire et leurs forces qu'ils ont acquises, je pense, à travers l'expérience des différentes guerres. Un autre élément de leur force est la faiblesse de l'opposition, qui est simplement que, vous savez, la seule fois où l'IRG s'est réuni militairement, c'était en 2021, ou peut-être que c'était en 2020, lorsque les Houthis étaient sur le point de prendre Marib et donc de prendre les zones productrices de pétrole.
À ce moment-là, l'IRG a fait venir les troupes salafistes et celles de Tarek Saleh du sud-ouest de la côte de Tiama, essentiellement pour aider le reste de l'IRG afin d'empêcher les Houthis de prendre le contrôle. Et à ce moment-là, les Houthis se sont déplacés à 100 km au sud de Hodeïda, simplement parce que les autres sont partis. Donc, ils ont simplement pris le contrôle. Et cela a été le plus grand changement de ligne de front pendant toute la période de la guerre. Donc, en gros, les Houthis ont acquis de l'expérience militaire grâce à leurs propres pratiques au fil du temps. Ils ont bénéficié d'un certain soutien et d'une formation technique de la part de leurs alliés ailleurs, y compris le Hezbollah et possiblement quelques Iraniens. Mais surtout, ils ont considérablement amélioré leurs capacités. La première guerre a commencé en 2004, donc nous parlons de 20 ans d'activité militaire. The first war started in 2004, so we're talking about 20 years of military activity. Alors, quel est l'élément de nationalisme? Les Houthis sont-ils perçus comme plus nationalistes que les dirigeants du PLC, étant donné que certaines personnes disent qu'il y a eu un moment, vous savez, avant la crise de 2011, où le PLC était considéré comme très conservateur, proche des Émirats arabes unis et des Saoudiens en particulier, et les Houthis comme représentant quelque chose de plus nationaliste, disons. Cette façon de penser a-t-elle du mérite? Eh bien, pas vraiment. Je veux dire, d'abord, avant 2011, il n'y avait pas de PLC. Le PLC a été établi en 2022. Oui, c'est essentiellement le gouvernement d'Ali. Il n'existait évidemment pas du tout. Non, je ne pense pas qu'il y ait en général. Je dirais que l'une des rares choses positives que l'on pourrait dire à propos d'Ali Abdullah Saleh est qu'il était un véritable nationaliste yéménite et croyait en la nation yéménite. Alors que, par contraste, les Houthis sont une théocratie et ils considèrent que leur droit de gouverner vient de Dieu. Certains d'entre eux considèrent même qu'ils peuvent gouverner au-delà du Yémen. Donc je dirais que si vous parlez de nationalisme, Ali Abdullah Saleh était certainement plus nationaliste que les Houthis. Il était également l'architecte de l'unification. Et il l'était en effet, et je pense que c'était sa plus grande revendication de succès. Même aujourd'hui, vous trouverez des gens qui favorisent l'unité et qui respectent encore Ali Abdullah Saleh, précisément parce qu'il l'a réalisé. Donc je pense que si vous regardez l'ensemble de l'histoire du Yémen, vous pourriez soutenir que l'actuel PLC n'est pas très bon nationaliste étant donné qu'il traîne un peu partout. Mais en termes de croyance au Yémen en tant qu'État et en tant que culture unifiée au sens large, Ali Abdullah Saleh l'a certainement fait. Et je suis sûre que, vous savez, vous diriez, je veux dire par exemple, vous ne pouvez pas dire que les séparatistes du Sud sont des nationalistes yéménites, parce que, bien qu'ils utilisent le drapeau de la PDRI, ce qui me cause un certain amusement, sinon du sarcasme, vous savez, ils ne peuvent même pas se décider sur le nom qu'ils donneraient à l'entité s'ils parvenaient à revenir aux frontières d'avant 1990. Mais ils ne considèrent clairement pas que Sanaa fait partie du territoire qui les intéresse. Donc, je pense, vous savez, si vous parlez, je veux dire, je détesterais essayer de décider qui est le moins ou le plus nationaliste entre les différentes factions. Pouvez-vous parler un peu, très succinctement, du mouvement séparatiste du Sud? En gros, quel est le climat politique là-bas? Parce que vous avez commencé par dire qu'il est erroné de considérer les anciennes divisions du Nord et du Sud et d'essayer de les superposer à la politique actuelle. Mais nous avons discuté de la République démocratique populaire du Yémen et de la République arabe du Yémen plus tôt, lorsque nous vous avons reçus. C'était une très bonne discussion. Mais nous n'avons jamais abordé le mouvement séparatiste du Sud. Je sais que c'est un sujet vaste et complexe,
mais très succinctement, pour que les gens aient une idée globale des divisions. Yeah, I mean, they are particularly Oui, je veux dire, en particulier lorsque l'unification a eu lieu en 1990, la plupart des personnes impliquées dans le processus du côté du Parti socialiste yéménite de la RDPA espéraient que ce serait un arrangement fédéral. Et il y a eu ce qui s'est avéré être un accord secret privé, conclu du jour au lendemain entre Al-Bid, qui était alors le secrétaire général du PSI, et Ali Abdullah Saleh pour avoir cette unité complète, ce que Saleh voulait essentiellement. Cela a donc créé les racines des problèmes car très rapidement, ce qui avait été la RDPA a perdu de nombreux avantages que les gens avaient là-bas, y compris la sécurité sociale, des prix raisonnables, un coût de la vie accessible, l'éducation et diverses autres installations fournies par l'État dans la RDPA. Il y avait donc ce niveau de désaccord. En plus de cela, il y a eu un désaccord très rapide et instantané entre Saleh et Al-Bid, ce qui a conduit à une guerre civile qui a duré 3 mois en 1994, rapidement remportée par le régime de Saleh, car il a été assisté par de nombreuses forces du Sud, issues de désaccords antérieurs au sein de la PDRI. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Après cela, vous aviez une situation où les habitants de ce qui était alors officiellement connu comme les gouvernorats du Sud, c'est-à-dire la zone de la PDRI, étaient de plus en plus aliénés. En 2007, un véritable mouvement séparatiste a commencé à émerger, notamment parce que de nombreuses personnes, beaucoup de militaires par exemple, ont été licenciés après 1994. La pauvreté croissante et les divisions qui se sont accumulées dans les années 90 et 2000 devenaient de plus en plus significatives. That built up in the 90s and the 2000s were getting more important. Après 2007, vous aviez un mouvement séparatiste du Sud. Maintenant, d'une certaine manière, j'ai tort de dire que vous aviez un mouvement séparatiste du Sud parce que vous aviez très rapidement de nombreux mouvements séparatistes du Sud qui étaient très divisés et en désaccord les uns avec les autres. En particulier, pour revenir brièvement à Hadramout, Hadramout est une région qui est vraiment très différente et ses habitants ne souhaitaient pas être gouvernés par ceux qui contrôlaient le mouvement séparatiste du Sud dans les zones plus occidentales. De cela, finalement, l'un des mouvements qui a émergé est connu sous le nom de Conseil de transition du Sud. La raison pour laquelle ce mouvement est devenu le mouvement dominant, du moins en politique internationale, est due à un soutien diplomatique, financier et militaire très massif des Émirats arabes unis. Et il est très important de noter que si vous regardez en arrière le conflit interne très important dans la PDRI en 1986, les divisions étaient entre deux groupes, l'un à l'extrême ouest de la PDRI et l'autre à l'ouest d'Aden, au nord et à l'ouest dans les régions de Laège et d'Alia, et l'autre à Abian et Chabwa. Cette division existe toujours lorsque vous examinez les mouvements séparatistes du Sud. Ainsi, le principal atout du STC, en dehors du soutien massif qu'il reçoit des Émirats arabes unis, est le fait qu'il contrôle Aden, qui est, comme je l'ai dit plus tôt, censé être la capitale intérimaire du gouvernement reconnu internationalement. Parce qu'il a ce contrôle, cela lui permet essentiellement de subvertir et d'empêcher le gouvernement reconnu internationalement de fonctionner comme un véritable gouvernement. C'est donc une autre fragmentation. Comme je le disais plus tôt, vous avez Marib, qui est un gouverneur qu'il dirige à sa manière. Vous avez Tarek, qui le gère à sa manière, mais il n'est même pas le gouverneur. Il y a aussi un gouverneur. Vous avez le STC, qui a un contrôle très fort sur Aden et dans une certaine mesure sur les zones environnantes. Ensuite, lorsque vous vous déplacez vers l'est, vous commencez à avoir Chabwa, où il y a d'autres problèmes, puis vous avez Hadramout. Donc, fondamentalement, mon point de vue est que le STC représente une très petite section de l'ancien PDRI, ou du moins un très petit nombre de personnes
dans une petite zone de l'ex-PDRI. Il y a beaucoup d'autres à la fois dans ces gouvernorats et ailleurs qui sont soit d'autres séparatistes, soit des partisans de l'unité yéménite, et le STC est essentiellement exagéré grâce à ce soutien diplomatique énorme qu'il reçoit des Émirats. J'espère que c'est assez bref et pas trop confus. I hope that's brief enough and not too confusing. No, not at all. I think one more question. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a encore une question que je voulais poser dans ce segment avant d'ouvrir la discussion aux puissances régionales ou internationales. La dimension internationale du Yémen. La politique dans le Sud, que ce soit le STC ou les autres, conserve-t-elle encore certaines des politiques économiques progressistes de l'ancienne RDPAC? Et si je pouvais ajouter une question complètement différente, pouvez-vous parler des politiques économiques des Houthis? Can you talk a little bit about the economic policies of the Houthis? Because so far we have heard about the. Parce que, jusqu'à présent, nous avons entendu parler de l'aspect politico-religieux des Houthis. Et je me demande toujours, car il y a des gens qui croient que même la théocratie en Iran, du moins la révolution iranienne telle qu'elle se présentait, à ce moment-là, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cela, il y avait une composante socialiste au sein de cette révolution religieuse. Je suis donc très curieux de savoir s'il existe une composante économique progressiste au sein d'un mouvement Houthi, culturellement, disons faute de mieux, conservateur. Donc deux questions différentes ici. Houthi movement. So two different questions here. Okay, I'll start with the second one, then you'll have to repeat the first one. D'accord, je vais commencer par le deuxième, puis vous devrez répéter le premier. En gros, la réponse est non. La politique économique des Houthis consiste à extraire autant d'argent que possible de toutes les sources possibles afin de financer la guerre et également de financer certains privilèges pour leur haute direction. Ils n'exportent évidemment pas leur argent. Ils n'ont pas de villa à Abu Dhabi ou à Dubaï pour des raisons évidentes. Mais ils construisent certainement de belles maisons autour de Sanaa. En gros, la source des fonds est la taxation. Non seulement les droits de douane et les droits d'importation, mais toutes sortes de prélèvements d'argent auprès des commerçants, de tout le monde et de quiconque ils peuvent extraire de l'argent, y compris la situation humanitaire, etc. Cela sert à financer la guerre et leurs personnes privilégiées. Donc, ils prétendent constamment qu'ils n'ont pas les fonds pour payer les salaires des enseignants et du personnel médical. Mais en fait, ils pourraient payer pour cela, s'ils le voulaient. Pourtant, ils peuvent organiser de grandes célébrations à diverses occasions, etc. Donc, non, je ne pense pas que vous puissiez dire cela. Et ils contrôlent les banques, ce qui est actuellement un problème qui se reproduit avec la déclaration de l'organisation terroriste étrangère des États-Unis. Mais la situation de base est que vous n'avez pas... Je ne dirais pas qu'il y a un élément progressiste dans les politiques des Houthis. Et je ne saurais pas, j'ai entendu des choses similaires sur l'Iran, mais je ne suis pas suffisamment informée sur les politiques sociales du régime iranien et comment elles se concrétisent en pratique pour faire un commentaire. Quand il s'agit des séparatistes du Sud, je trouve incroyablement ironique qu'ils utilisent le drapeau socialiste, car il n'y a aucun signe de socialisme dans leur comportement. Ils n'ont pas de politique. Chaque fois qu'on leur demande quelles sont leurs politiques pour l'avenir, ils disent essentiellement l'indépendance. Et c'est tout. Ils sont tout à fait incapables de dire autre chose. Si vous regardez leur leadership, ils prennent essentiellement ce qu'ils peuvent pour leurs propres bénéfices et ils ont leurs villas à Dubaï, Abu Dhabi, Riyad et ailleurs. Cela provient des fonds qui devraient être utilisés pour fournir des services au peuple yéménite. Et encore, ce régime a des problèmes financiers fondamentaux parce que ses ressources sont extrêmement faibles.
ils vivaient des exportations minimales de pétrole, qui étaient très faibles, mais elles existaient quand même. En 2022, lorsque la trêve a pris fin en octobre, les Houthis ont essentiellement attaqué les ports d'exportation de pétrole et par conséquent, les exportations de pétrole ont cessé. Le régime dépend énormément du soutien financier des Saoudiens, des Émiratis et de la communauté internationale. Encore une fois, l'assistance dans le secteur humanitaire diminue rapidement pour quelque chose qui n'est pas spécifique au Yémen. Mais le Yémen est l'un des nombreux pays souffrant de la situation internationale actuelle et en particulier des nouvelles politiques de l'administration Trump. Je pense que c'est une bonne transition vers le dernier segment que je voulais aborder. À travers le Moyen-Orient, il est impossible d'ignorer les relations internationales. Je veux dire, nous voyons cela partout en Syrie maintenant. La Syrie est le carrefour de toutes les puissances internationales. Les Israéliens et les Turcs se précipitent pour occuper plus de terres, plus de bases aériennes. Les États-Unis et les Russes sont là. Donc, je veux discuter du Yémen et de son carrefour dans la politique internationale. On parle beaucoup, comme vous l'avez mentionné plus tôt, des Houthis en tant que proxy iranien. Peu de gens diraient que le PLC est un proxy de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, même si cela pourrait être plus correct. Je ne sais pas, ou peut-être pas. Ensuite, il y a la dimension de la Palestine, qui est devenue très aiguë maintenant. Si vous regardez les manifestations, la Palestine est principalement présente dans les mobilisations au sein des zones Houthis. Et puis, on peut même aller plus loin et parler de la Russie et du Hezbollah, qui sont du côté des Houthis. Je vous ai donné beaucoup d'informations, mais pouvez-vous nous donner une manière plus concise et utile de comprendre comment le Yémen navigue dans ces carrefours internationaux? D'accord, eh bien, je vais essayer de couvrir une partie du sujet. Tout ce que j'oublie, vous pouvez me le rappeler avec des questions supplémentaires. Je pense que je vais commencer par les Houthis et la Palestine. En fait, non, je vais commencer par le Yémen et la Palestine. Les Yéménites sont pro-palestiniens et anti-israéliens. Et je pense que vous auriez beaucoup de mal à trouver un Yéménite qui ne soutient pas la Palestine. Donc, agir en soutien à la Palestine dans le génocide actuel qui se déroule à Gaza est fondamentalement, je dirais, un instinct normal pour pratiquement tous les Yéménites. Ce que cela a également fait, bien sûr, c'est que les Houthis sont la seule entité, je veux dire qu'ils soient reconnus ou non, ils contrôlent un élément significatif d'une sorte d'État. Et ils sont les seuls à faire activement quelque chose pour soutenir la Palestine et tenter d'attaquer les Israéliens. Cela a donc considérablement augmenté leur popularité, qui n'était pas très élevée, voire faible. Cela a augmenté leur popularité dans la région qu'ils gouvernent et au-delà. Je veux dire, je ne dis pas que les gens ailleurs veulent être gouvernés par les Houthis. Je pense qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on ne veut pas être gouverné par eux, mais en même temps, il faut respecter le fait qu'ils essayent de faire quelque chose. Que ce qu'ils font soit la meilleure chose à faire est une autre question qui peut être débattue, et je ne suis pas un stratège. Mais en ce qui concerne la réaction populaire aux actions des Houthis au Yémen, partout au Yémen et au-delà, si vous regardez le reste de la péninsule, c'est, je pense, généralement très positif du côté populaire. Et je pense qu'il est important de noter que, par exemple, les Saoudiens n'ont rien dit sur la tentative des Houthis d'attaquer Israël, ni n'ont aidé de quelque manière que ce soit les États-Unis dans leurs activités contre les Houthis. Je pense que c'est principalement dû à une prise de conscience de la popularité et de l'importance de la question palestinienne dans tout le monde arabe. Donc, je pense que cela couvre le sujet.
L'autre chose, bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que cela a donné aux Houthis des installations fantastiques pour le recrutement. Vous savez, les gens n'étaient pas si enthousiastes à l'idée de rejoindre leur armée auparavant, du moins pas autant de personnes. Mais maintenant, ils le sont parce qu'ils pensent qu'ils vont être envoyés en Palestine. Je veux dire, la réalité est qu'ils seront probablement envoyés au front à Marib ou Taïz, mais ils s'engagent pour faire quelque chose à propos de la Palestine. Et vous savez, si vous regardez la frustration ressentie, je pense, dans le monde entier, par les gens face aux horreurs de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est facile à comprendre. Que ce soit politiquement la meilleure action ou la meilleure solution est peut-être discutable, mais c'est certainement quelque chose qui se passe. Donc je pense que si vous regardez la question palestinienne, c'est vraiment un résumé de ce qui peut être dit. Je pense que si vous regardez les Houthis, si nous regardons le rôle de l'Iran, il ne fait aucun doute que les Iraniens aident les Houthis depuis environ 10 ans. Leur implication est passée d'un niveau minimal à potentiellement plus élevé. Et c'est principalement dans la fourniture d'éléments sophistiqués pour l'armement des Houthis, car les Houthis ont développé une industrie militaire au cours des 10 ou 15 dernières années. Et ils ont des personnes qualifiées, donc ils développent beaucoup de choses. Je veux dire, je pense qu'ils ont encore besoin d'éléments techniques très sophistiqués pour leur armement, et une partie de cela provient très probablement de l'Iran. Je ne suis pas un expert militaire sous quelque forme que ce soit, mais ils reçoivent ce soutien. Les Iraniens les ont soutenus avec du pétrole, ce qui les a aidés économiquement. Mais je ne suis pas du tout sûre que les Iraniens étaient totalement enthousiastes à propos des actions des Houthis contre Israël à Gaza. En gros, parce que, vous savez, si vous regardez la façon dont les Iraniens se sont comportés, et encore une fois, je ne suis pas non plus un expert de l'Iran, mais si vous regardez la façon dont le régime iranien s'est comporté au cours des 18 derniers mois, ce n'a pas été un effort provocateur. Cela a été, au contraire, à mon avis, un effort pour rester en dehors de la crise elle-même et pour éviter d'être impliqué. Et c'est seulement à chaque fois qu'il y a eu une provocation absolument massive de la part des Israéliens qu'ils ont réagi d'une manière ou d'une autre. Donc je ne suis pas du tout convaincue qu'ils soient enthousiastes à propos de ce que les Houthis ont fait. Mais encore une fois, comme tout le monde, ils ne peuvent certainement pas le dire. Ils encourageraient probablement les Houthis à se calmer. Je ne sais honnêtement pas, mais je pense que c'est important de le noter. Et c'est absolument faux de qualifier les Houthis de proxy iraniens. Ils font leur truc en fonction de ce qu'ils veulent faire. Il y a des similitudes idéologiques, et certainement le modèle des proxys iraniens a joué un rôle dans la façon dont les Houthis ont développé leur propre idéologie, mais cela ne fait pas d'eux des proxys, et ils ne prennent pas d'ordre de Téhéran. Je ne pense pas non plus qu'ils prennent des ordres de qui que ce soit, sauf qu'ils pensent qu'ils prennent leurs ordres de Dieu. Donc, je pense que cela couvre la question iranienne. Maintenant, quand nous regardons le gouvernement reconnu internationalement et sa relation avec l'Arabie saoudite et les Émirats, c'est une relation complexe. Les Saoudiens ont créé la coalition en 2015 pour ramener ce gouvernement reconnu internationalement à Sanaa et à la légitimité, et ont mené des bombardements intensifs pendant de nombreuses années jusqu'en 2022. Et cela est essentiellement un échec. Il n'a pas atteint ce qui était prévu. En 2022, ils ont remplacé Hadi par ce PLC. Et je pense qu'un des éléments importants, et je ne me souviens pas si je l'ai mentionné la dernière fois que nous avons parlé, mais c'est quelque chose que je souligne depuis de nombreuses années et qui est maintenant beaucoup plus largement reconnu, c'est qu'il y a une division très nette entre les Saoudiens et les Émiratis. Dans une certaine mesure,
Cette rivalité entre les deux se manifeste le plus visiblement au Yémen, mais elle se joue de plus en plus aussi dans d'autres domaines et dans d'autres secteurs de l'économie et des relations internationales de ces deux États. En termes de soutien au Yémen, nous avons un groupe où certains des membres du PLC sont soutenus par les Émirats arabes unis et d'autres par les Saoudiens. Et ils sont connus pour en venir aux mains entre eux, mais pas récemment. Mais certainement, la compétition et les différences continuent d'exister. Et en ce moment, encore une fois, elles sont les plus visibles à Hadramout comme elles l'ont été depuis plusieurs années. Donc, encore une fois, je veux dire, je ne dirais pas, ni ne dirais-je, que le PLC sont les mandataires des Saoudiens ou des Émiratis. Je pense au contraire que tant les Saoudiens que les Émiratis les considèrent comme un fardeau majeur dont ils aimeraient se débarrasser. Les Saoudiens étaient sur le point de signer leur accord avec les Houthis en 2023 lorsque la crise de Gaza a éclaté. Si cela n'avait pas éclaté, je pense que cet accord aurait eu lieu et cela aurait permis aux Saoudiens de se dégager. Leur principal objectif, je pense, au Yémen aujourd'hui, est essentiellement de se sortir de cette crise. Et la situation actuelle rend cela de plus en plus difficile. Pour conclure, je pense qu'il est impossible de ne pas mentionner le rôle des États-Unis, qui est vraiment flagrant. Maintenant, en 2024, sous l'administration Biden, il y a eu un certain nombre de frappes aériennes, certaines conjointement avec les Britanniques, mais d'autres, de manière indépendante, contre les Houthis, afin de traiter la situation de la mer Rouge. Depuis le 15 mars, nous avons eu des attaques quotidiennes par les Américains, par les États-Unis, sur des positions Houthis ou ce qu'ils croient être des sites Houthis. Incidemment, les Saoudiens, les Britanniques et les Américains bombardent tous les mêmes endroits, encore et encore. Je ne suis pas un expert militaire, comme je l'ai déjà dit, mais il n'est pas clair pour moi pourquoi frapper les mêmes endroits à plusieurs reprises va résoudre quoi que ce soit, à moins qu'ils ne supposent que les Houthis ramèneront simplement des choses à ces endroits dès qu'ils auront cessé de bombarder. Mais les bombes qui tombent depuis le 15 mars sont plus grandes, plus puissantes et plus dangereuses, ou efficace n'est probablement pas le bon mot. Il y a eu des plaintes et des mentions aux États-Unis, à la fois sur le fait qu'elles ne sont pas efficaces et qu'elles n'atteignent pas ce qu'elles veulent atteindre, et qu'elles sont incroyablement coûteuses. Je veux dire, apparemment, rien que les munitions utilisées ont coûté plus de 200 millions de dollars. Et le coût de l'opération, si l'on inclut le personnel et les porte-avions et le reste, est maintenant estimé à plus d'1 milliard de dollars. Incidemment, au cours des 4 dernières semaines, les Houthis affirment avoir abattu 4 de ces drones MQ-9, dont je viens de vérifier le prix. Chacun d'eux coûte plus de 30 millions de dollars. Du moins, c'est ce que disent les États-Unis ou les fabricants. Donc, vous savez, nous parlons d'une offensive extrêmement destructrice, bien qu'apparemment, d'après ce qui a été annoncé, elle n'ait pas causé autant de morts et de blessés qu'on aurait pu s'y attendre. Donc, soit cela n'a pas été annoncé, soit cela ne cause vraiment pas ces dommages. À quel point cela nuit réellement à la capacité militaire des Houthis, je ne voudrais même pas commencer à le suggérer parce que je ne comprends pas ces choses. Mais c'est aussi en relation avec la situation globale au Yémen. Depuis l'année dernière, je veux dire déjà sous l'administration Biden, vous aviez des factions de l'IRG qui demandaient aux Britanniques et aux Américains de leur donner plus de soutien et d'assistance pour relancer la guerre terrestre. Et il y a de plus en plus de discussions selon lesquelles cela pourrait se produire dans les semaines à venir avec ou sans couverture aérienne américaine pour aider les factions militaires de l'IRG
à vaincre les Houthis. Le temps nous le dira, je pense. C'est la seule chose que je peux dire à ce sujet, que cela se produise ou non. Israël a-t-il un intérêt à voir les Houthis vaincus et le corps des gardiens de la révolution islamique prendre le contrôle du Yémen à la place? Je veux dire, les Israéliens ne s'intéresseraient pas du tout au Yémen si ce n'était pas pour le fait que ces missiles arrivent parfois près d'eux. Certes, ils ont souffert, ou du moins le port d'Eilat a souffert, mais en termes d'activité maritime et de la mer Rouge, le gouvernement égyptien a beaucoup plus souffert. Il a subi une perte d'environ 8 milliards de dollars en termes de frais du canal de Suez. Donc, je pense que les Israéliens sont beaucoup plus intéressés par les zones qui sont immédiatement à côté d'eux. Et je pense que s'il n'y avait pas les attaques des Houthis, n'aurait aucun intérêt. Je pense qu'en l'occurrence, oui, évidemment, si une faction proche des Émirats finissait par prendre le pouvoir, ce serait probablement pratique en raison de leurs bonnes relations avec les Émirats. Mais je dirais que fondamentalement, les Israéliens n'ont pas d'intérêt profond au Yémen. Les Saoudiens sont-ils maintenant plus motivés pour voir les gardiens de la révolution prendre le contrôle total du Yémen? Ou pensent-ils que cette bataille est perdue et qu'une sorte de négociation dans la lignée de 2022 est une plus grande possibilité? Je ne sais pas, c'est la réponse directe. Je pense que, vous savez, les Saoudiens veulent sortir. Ils préféreraient bien sûr que l'IRG soit aux commandes, mais cela leur imposerait probablement aussi beaucoup plus de demandes, financièrement et autrement, à long terme. Et l'accord avec les Houthis leur aurait également coûté beaucoup d'argent, parce que l'accord incluait le paiement des salaires et le financement de beaucoup de reconstructions, ce qui aurait été appelé, vous savez, réhabilitation ou quelque chose du genre. Donc je pense qu'ils veulent vraiment juste sortir de ce bourbier, et ils regrettent probablement profondément le fait qu'ils ne peuvent pas signer cet accord avec les Houthis demain. S'ils le pouvaient, ils le feraient probablement. C'est mon opinion. En termes de légitimité politique, cette campagne de bombardement a dû rendre les Houthis politiquement plus acceptables parmi les Yéménites. Eh bien, dans le sens où cela a fonctionné en 2015 lorsque les Saoudiens les ont attaqués. Et oui, ils affirment que, vous savez, comme vous le savez avec leur slogan, Israël et les États-Unis sont les principaux ennemis. Donc, d'une certaine manière, ils sont contents d'être en guerre contre eux. Mais je pense qu'en même temps, si vous regardez l'ampleur des dégâts qui sont probablement causés et l'étendue, je veux dire, il est vrai que les États-Unis ne frappent plus les mêmes vieux endroits. Mais ils frappent aussi quelques nouveaux endroits, usines et autres, ce qui détruit encore davantage ce qui reste de l'économie yéménite. Donc je ne pense pas que ce soit une situation où, je veux dire, ils prétendent être heureux de combattre les États-Unis, mais je soupçonne qu'ils ne le sont pas vraiment, parce qu'il est certain qu'on ne peut ignorer le fait que Trump a des bombes très grandes et puissantes et qu'il n'hésite pas à les utiliser et n'a aucun souci ou aucun respect pour la vie humaine ou quoi que ce soit, vous savez, aucun des éléments que la plupart d'entre nous considéreraient comme faisant partie du monde civilisé. Ma dernière question est plus abstraite, si vous pouvez répondre rapidement. La dernière fois que nous avons discuté de votre livre, je ne me souviens pas du titre exact. Je suis vraiment désolé. Était-ce les graines du socialisme à l'avant-poste? Avant-poste du socialisme dans la péninsule arabique. Oui, oui, oui. Avant-poste du socialisme dans la péninsule arabique. Oui,
PDRY book, yeah. Yeah, and what I still Oui. gather from that Et ce que je retiens encore de ce livre, that you were, c'est que vous étiez très enthousiaste à propos d'un projet politique au Yémen dans les années 60 et 70. Je suis juste curieux, étant donné le temps que vous avez investi dans la région. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous pensez à l'avenir du Yémen? Et où peut-on chercher de l'espoir, étant donné que tout ce dont nous avons discuté n'est pas très inspirant, pour être un peu réducteur? Not very inspiring, to be a little bit reductive. Je pense que lorsque je regarde la situation au Yémen, la seule chose dont je peux parler est juste le sentiment d'immense tristesse et de mécontentement face à la tournure des événements. Et vous savez, c'est vraiment, je veux pas m'étendre là-dessus parce que je vais juste commencer à pleurer. C'est tellement horriblement triste que cela ne se compare pas à ce qui se passe à Gaza, mais c'est quand même assez démoralisant. À long terme, je pense que l'espoir réside dans le développement de la solidarité communautaire, des activités communautaires qui pourraient, sur une génération, produire des personnes capables de s'engager envers le pays et envers leurs collègues citoyens, frères et sœurs, et essayer d'avoir une classe politique ou des groupements politiques qui ne soient pas aussi égoïstes que les dirigeants actuels de tous les côtés. Et je ne vois d'espoir qu'en construisant des choses au niveau du village et de la communauté locale. C'est le seul endroit où je vois un quelconque espoir. Et bien sûr, je pense qu'il y a un désespéré d'une révision complète et totale du système éducatif pour faire face au XXIe siècle, ce qui, vous savez, encore une fois, est quelque chose qui, même lorsque vous commencez, prendra 10 à 15 ans avant d'aboutir à quelque chose. Mais à court terme, je trouve extrêmement difficile de faire autre chose que pleurer. Sur cette note de pessimisme, c'était Hélène Lackner, une experte de premier plan sur le Yémen. Madame Lackner, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je vous en prie. J'espère que les gens trouvent ça utile. Absolument. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez aimé notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes pour vous. Veuillez envisager de faire un don à la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. De plus, si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner ». Don't forget to hit the subscribe button.